Écoute attentivement, car cette histoire pourrait transformer ta manière de voir la réussite, l'amitié et les choix que nous faisons quand la pauvreté nous serre la gorge. Junior et Malik n'étaient pas liés par le sang. Pourtant, dans leur petit village, tout le monde les surnommait les jumeaux. Ils avaient grandi côte à côte dans la même ruelle poussiéreuse, sous le même soleil brûlant, respirant la même odeur de terre sèche. Ils s'asseyaient sur les mêmes bancs d'école, partageaient les mêmes cahiers usés et mangeaient souvent dans les mêmes assiettes presque vides. Quand Junior avait faim, Malik divisait sa part sans hésiter. Quand Malik tombait dans la poussière, Junior lui tendait la main avec fermeté. Ils ne possédaient presque rien, mais ils avaient l'essentiel, leur loyauté et leur présence. Un après-midi, encore adolescents, assis devant une maison en banco fissuré, ils avaient scellé une promesse en regardant l'horizon. On ne réussira jamais séparément, avait-il juré, on avancera ensemble et on sortira nos familles de la misère. Les années ont glissé comme du sable entre leurs doigts. Pourtant, rien ne changeait réellement. Dans leur village, les opportunités étaient rares, les emplois décents inexistants, et l'avenir semblait toujours bloqué au même point, comme un chemin sans issue. Chaque journée ressemblait à la précédente, remplie d'efforts et de frustrations silencieuses. Alors un matin, le cœur lourd mais déterminé, ils prirent une décision difficile: quitter le village pour la grande ville. Ils montèrent dans un vieux train fatigué, bruyant, couvert de poussière, avec peu d'argent dans les poches, mais une montagne d'espoir dans la poitrine. Le train grinçait à chaque arrêt, et pourtant, leurs rêves roulaient plus vite que les wagons. Quand ils descendirent enfin en ville, le contraste les frappa de plein fouet. Les immeubles immenses semblaient toucher le ciel, les voitures brillantes glissaient sur l'asphalte, et les lumières éclairaient la nuit comme si l'obscurité n'avait jamais existé. Mais l'illusion ne dura pas longtemps. Ils comprirent rapidement que la ville exigeait un prix élevé. Tout coûtait cher. Se nourrir, se loger, même respirer paraissait demander un sacrifice. Ils trouvèrent une petite chambre modeste, presque étouffante, avec un simple matelas posé au sol, des murs écaillés et une ampoule faiblarde suspendue au plafond. Junior observa la pièce et déclara avec un sourire courageux: « C'est ici que notre nouvelle vie commence. » Malik acquiesça, même si la peur lui serrait la poitrine. Ils se promirent de tenir bon, de travailler dur et de ne jamais renoncer. Ils ignoraient encore que cette décision allait bouleverser leur destinée de façon irréversible. En ville, la réalité démarra rapidement. Junior décrocha un poste de gardien de sécurité dans une grande entreprise. Il gagnait 100 000 francs par mois. Malik, de son côté, devint livreur pour une société de distribution. Son salaire était plus modeste, 50 000 francs seulement. Malgré cette différence, Malik proposa de tout partager équitablement. Le loyer, la nourriture, les petites dépenses du quotidien seraient divisées en deux parts identiques. Au début, cette idée semblait juste et fraternelle. Mais très vite, la pression financière pesa lourdement sur Malik. Avec son revenu limité, la moitié des charges absorbait presque tout son argent. Avant même la fin du mois, il se retrouvait à court. Dès le 13e jour, ses poches étaient déjà vides. Un soir, épuisé, il aborda le sujet avec douceur. « Junior, est-ce que tu pourrais prendre en charge la nourriture ce mois-ci? Ainsi, je pourrais garder un peu pour tenir jusqu'à la fin. Nous sommes à peine au milieu du mois et je n'ai déjà plus rien. » Junior répondit sans réfléchir, presque mécaniquement. « Non, chacun doit gérer sa part. Il faut apprendre à se débrouiller seul. » Malik baissa la tête. Il n'insista pas. Il ne voulait pas créer de tension. Pourtant, pendant que Malik souffrait en silence, quelque chose changeait doucement en Junior. Chaque jour au travail, Junior observait le défilé de la richesse. Des voitures de luxe s'arrêtaient devant l'entreprise. Des chauffeurs ouvraient les portières avec élégance et des hommes influents descendaient avec assurance. Junior ouvrait le portail et regardait les véhicules passer lentement devant lui.
Il détaillait les carrosseries brillantes, imaginait ses mains sur le volant, se voyait assis à l'intérieur, entouré de silence et de respect. Parfois, quand personne ne le voyait, il s'asseyait quelques secondes sur le siège du conducteur pour ressentir le confort. Dans son esprit, une conviction grandissait. Un jour, ce sera moi. Je ne serai plus celui qui ouvre le portail, je serai celui pour qui on l'ouvre. Il saluait poliment, baissait les yeux, affichait un sourire humble. Mais intérieurement, il nourrissait un sentiment de supériorité silencieuse. Il pensait que ceux qui le regardaient de haut aujourd'hui finiraient par le respecter demain. Le soir, lorsqu'il retirait son uniforme dans la petite chambre, il observait ses vêtements simples et serrait les dents. Certains soirs, il s'asseyait devant leur porte et contemplait la ville illuminée en parlant de leurs rêves. Junior répétait souvent qu'il voulait devenir immensément riche, posséder une grande maison, une voiture impressionnante et plusieurs femmes à ses côtés. Malik, plus discret, répondait qu'il souhaitait simplement sortir de la misère et soutenir leur famille. Ils vivaient sous le même toit, mais leurs visions commençaient à diverger. Les journées s'enchaînaient, rythmées par le travail, la fatigue, les repas modestes et les difficultés constantes. Chaque matin, ils partaient affronter la ville. Chaque soir, ils revenaient épuisés. Pourtant, au fond d'eux, une lueur persistait. Un jour, tout changera. Un jour, nous réussirons. Ils ne savaient pas encore que ce jour approchait, mais pas de la même manière pour chacun d'eux. Un matin différent des autres, Junior arriva au travail plus tôt que d'habitude. Le ciel était encore pâle, la ville à moitié endormie. Il ouvrit le portail principal et presque aussitôt, une voiture de luxe glissa silencieusement à l'intérieur. La carrosserie brillait comme un miroir. Junior suivit le véhicule du regard. À l'arrière, un homme élégant, détendu, téléphone à la main, semblait vivre dans un autre monde. Junior pensa avec amertume, lui ne connaît sûrement pas la peur de manquer à la fin du mois. Il redressa le dos, reprit son air discret et continua son service. Toute la journée, la richesse défila devant lui. Des rires, des costumes impeccables, des montres étincelantes. Puis, en milieu d'après-midi, un collègue s'approcha rapidement. « Junior, le patron veut te voir dans son bureau. Il paraît qu'il est de mauvaise humeur. Fais attention à tes mots. » Junior sentit son cœur cogner contre sa poitrine. Ses pensées s'emballèrent. Ils ont remarqué quelque chose? Vais-je perdre mon emploi? Il retira lentement sa casquette, lissa son uniforme et inspira profondément. Chaque pas vers le bureau semblait plus lourd que le précédent. Lorsqu'il entra, le directeur était assis derrière un grand bureau massif. Son regard était calme, presque perçant. « Assieds-toi, Junior. » Junior obéit, les mains posées sur ses genoux, les yeux baissés. Un silence s'installa. Puis le directeur parla d'une voix posée. « Cela fait longtemps que je t'observe. Tu es discret, efficace, discipliné. Tu sais rester à ta place. » Junior murmura un merci timide. Le directeur se leva et fit quelques pas lents dans la pièce. Beaucoup rêvent de réussir, mais peu acceptent réellement d'en payer le prix. Junior fronça légèrement les sourcils. « J'ai une proposition à te faire. » Junior releva enfin la tête. « Je souhaite te nommer directeur du service de sécurité. Tu auras une maison avec piscine, une voiture de luxe et un salaire d'1 million par mois. » Le souffle de Junior se coupa. Il ferma les yeux un instant. Il revit sa mère fatiguée au village, la petite chambre délabrée, Malik comptant ses pièces. Sa voix trembla d'émotion. « Merci, monsieur. Enfin, mes prières ont été entendues. » Le directeur leva doucement la main pour interrompre son élan. « Il y a toutefois une condition. Ce poste est très convoité. Tout le monde le désire, mais peu le mérite. » Junior se redressa, inquiet. « Quelle condition? » Le directeur s'approcha, baissant légèrement la voix. « Tu passeras la nuit avec moi. » Junior se leva brusquement, comme frappé par la phrase.
Il comprit immédiatement. Jamais, dit-il fermement. Je ne ferai pas cela. Je n'ai pas été élevé ainsi. Le directeur ne cria pas. Il esquissa un sourire froid. Pourquoi jamais? Penses-tu que la richesse tombe du ciel? Junior respira profondément. Vous voulez m'acheter? Non, répondit le directeur. Je veux t'introduire dans ce monde que tu admires chaque jour de loin. Junior hésita, troublé. Et quelle voiture aurais-je? Le directeur sourit davantage. Celle que tu veux. Une Lamborghini, une Ferrari, même une Rolls-Royce si tu le souhaites. La maison aussi sera ton choix. Junior baissa les yeux vers le sol. Une voix intérieure murmurait « Toute ma vie, j'ai obéi. Et si c'était enfin ma chance ?» Lentement, il releva la tête. « J'accepte. » Le soir, il rentra dans la petite chambre et referma la porte doucement. Il posa sa casquette sans parler. Malik remarqua immédiatement son trouble. « Junior, qu'est-ce qu'il se passe ?» Junior s'assit lentement, passa ses mains sur son visage. « Assieds-toi, Malik. Ce que je vais dire n'est pas simple. » Malik s'installa face à lui, le cœur inquiet. Junior raconta tout. Le bureau, la promotion, la maison, le million par mois. Les yeux de Malik s'écarquillèrent. C'est une occasion incroyable. On va enfin sortir de la galère. Junior ajouta d'une voix plus basse. Mais il y a une condition particulière. Malik se pencha. Quelle condition? Junior murmura presque. Passer la nuit avec lui. Malik se leva brusquement. Non, Junior, ce n'est pas une opportunité. C'est une tentation dangereuse. Junior soupira. Écoute-moi. Non, toi écoute. Penses-tu que Dieu t'offrirait une maison en échange de ton corps? Junior serra les dents. Et la pauvreté, c'est Dieu aussi. Dormir affamé, c'est divin. Malik répondit plus calmement. Quand on exige ton corps pour de l'argent, c'est ton âme qu'on marchande. Junior frappa la table. Mon âme m'a donné quoi jusqu'à présent? Quand j'avais faim, m'a-t-elle nourri? Quand on nous méprisait, m'a-t-elle élevé? Moi, j'ai besoin d'argent et de réussite. Il se leva, agité. J'en ai assez d'ouvrir le portail aux riches. Je veux qu'on m'ouvre les portes. Malik se leva aussi. Le respect acheté n'est pas du respect, c'est une prison dorée. Junior soutint son regard. Si quelqu'un est prêt à me donner tout cela pour une nuit, c'est que cette vie vaut plus que ma dignité actuelle. Malik secoua la tête. Non. Cela signifie seulement que ce que tu portes en toi est précieux et que tu es prêt à le vendre pour du matériel. Junior éleva la voix. Je veux aider ma famille. Je ne veux plus compter les pièces. Malik, la voix brisée, demanda doucement. Et quand ils t'auront utilisé, que restera-t-il? Junior répondit d'un ton bas. Il me restera l'argent. Malik s'approcha encore. L'argent ne te consolera jamais quand tu pleureras seul. Un silence lourd envahit la pièce. Junior fixa le sol. J'ai pris ma décision. Même sans ton soutien, je deviendrai riche. Malik ferma les yeux douloureusement. Alors tu vas me perdre et te perdre toi-même. Junior murmura presque, je ne peux plus reculer. Quelques jours plus tard, la vie de Junior bascula. Il fut officiellement promu directeur du service de sécurité. Le même portail qu'il ouvrait autrefois s'ouvrait désormais pour lui. On lui remit les clés d'une grande maison à étages, avec piscine et jardin soigné, ainsi qu'une voiture luxueuse. Junior sourit. Pour la première fois, il avait l'impression d'avoir remporté la bataille. Il marcha dans la maison vide, toucha les murs, contempla l'eau bleue de la piscine. Il se dit avec fierté « J'y suis arrivé ». Puis il retourna une dernière fois dans la petite chambre pour récupérer ses affaires. Malik le regarda longuement. « Il est encore temps », murmura-t-il. « Tu peux abandonner cette voie. Mieux vaut être pauvre et digne que riche sans honneur. » Junior ferma sa valise. « La dignité ne nourrit pas », répondit-il froidement.
Moi, je choisis l'argent. » Ces mots tombèrent comme une lame tranchante. Malik resta silencieux, les yeux remplis de tristesse. Junior attrapa sa valise. « Je reviendrai te voir si j'ai le temps », ajouta-t-il sans conviction. Il sortit. La porte se referma doucement derrière lui. Dans la petite chambre, Malik demeura seul. Il s'agenouilla lentement. « Seigneur, pardonne-lui, car il ne voit pas ce qu'il fait. » Puis il hésita, soupira et ajouta « Ou peut-être qu'il voit, mais qu'il est aveuglé par la richesse. Protège-le malgré tout, car un jour il tombera. » La nuit tomba sur la ville. Deux chemins venaient de se séparer, l'un vers le luxe immédiat, l'autre vers une fidélité silencieuse. Aucun des deux ne savait encore le prix véritable de ses choix. Les jours s'écoulèrent et la réalité s'imposa brutalement à Malik. Avec ses 50 000 francs, il devait désormais assumer seul le loyer, la nourriture, le transport et les dépenses quotidiennes. Rapidement, l'argent devint insuffisant. Chaque matin, il se réveillait avec l'estomac vide. Pour tromper la faim, il buvait de l'eau et quittait la chambre en silence. Il marchait de longues distances pour économiser le moindre billet. Le soir, il rentrait épuisé, les épaules lourdes, les poches presque vides. Pendant ce temps, Junior découvrait le goût du luxe. Sa nouvelle maison brillait sous les lumières nocturnes. La piscine reflétait les étoiles. Pourtant, derrière ces apparences éclatantes, un prix invisible s'installait. Un soir, la voiture du chef s'arrêta devant la villa. Junior sentit son cœur se serrer. Il ouvrit la porte. Le chef entra comme s'il était chez lui, observa les lieux et demanda avec un sourire « Alors, tu apprécies ta nouvelle vie ?» Junior força un sourire. « Oui, » répondit-il, mais très vite, le sourire disparut. Le chef s'approcha et murmura « Allons dans la chambre. » Junior baissa les yeux. Il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Cette nuit-là fut longue, lourde, douloureuse. Chaque minute semblait durer une éternité. Junior serrait les dents, fermait les yeux, supportait en silence. Quand tout se termina, il se traîna jusqu'à la salle de bain. Il s'assit dans la baignoire, laissa l'eau couler sur son corps tremblant. Sa tête s'appuya contre le mur froid. Il pleura, non pas comme un enfant, mais comme un homme brisé. Au même moment, dans la petite chambre sombre, Malik était assis au sol. Il n'avait rien mangé de la journée. Son ventre le faisait souffrir. Il serrait ses genoux contre lui et murmurait « Seigneur, je n'ai rien aujourd'hui, mais merci de me maintenir debout. » Deux hommes, deux lieux différents, une même nuit de larmes. Junior pleurait d'avoir vendu sa dignité. Malik pleurait de manquer de pain. L'un riche, l'autre pauvre, mais aucun heureux. Les semaines passèrent. Pour Malik, la situation devint insupportable. Après avoir longtemps lutté contre sa fierté, il prit son téléphone. Ses mains tremblaient lorsqu'il appela Junior. « Frérot, s'il te plaît, peux-tu m'envoyer un peu d'argent pour le loyer ?» Juste cette fois. Un silence pesa, puis la voix froide de Junior répondit « Demande à ta dignité de payer. » Et il raccrocha. Malik resta immobile, le téléphone collé à l'oreille. Il regarda l'écran noir. Les larmes ne vinrent pas tout de suite. Il posa l'appareil, s'assit lentement sur le matelas, puis des larmes silencieuses coulèrent. Ce jour-là, il comprit qu'il était réellement seul. Pour survivre, Malik prit une décision inattendue. Il chercha un second emploi. Après plusieurs refus, quelqu'un lui parla d'une boîte de nuit qui cherchait un DJ. Il accepta sans hésiter. La journée, il continuait ses livraisons sous le soleil brûlant. Le soir, il se lavait rapidement, enfilait un t-shirt propre et se rendait au club. Lorsque la musique démarrait, quelque chose changeait en lui. Derrière les platines, il oubliait la faim et la fatigue. Il observait la foule, ressentait l'énergie, enchaînait les morceaux avec précision. Les corps se mettaient à bouger, les visages à sourire. Pendant quelques heures,
la misère disparaissait. Pourtant, à la fin de chaque nuit, la réalité revenait. Même avec 2 emplois, Malik ne devenait pas riche. Mais il pouvait payer le loyer et manger. C'était déjà une victoire. Un soir, la boîte était pleine à craquer. Malik sentait l'ambiance vibrer. Soudain, de l'agitation éclata à l'entrée. Des rires, des cris, des applaudissements. Puis il le vit. Junior entra dans le club, élégant, confiant, entouré de femmes. Il leva la main et déclara « Ce soir, je paie pour tout le monde ». La foule acclama. Les bouteilles circulèrent. L'argent coulait comme de l'eau. Malik s'arrêta un instant de mixer. Son cœur se serra. Lui luttait pour manger et Junior distribuait des fortunes. Pourtant, Junior ne jeta même pas un regard vers la cabine du DJ, comme si Malik n'existait plus. Malik reprit la musique, mais quelque chose se fissura en lui. Les jours suivants, la fatigue accumulée rattrapa Malik. Un matin, il ne parvint pas à se lever. Son corps était brûlant, sa tête tournait, ses jambes ne répondaient plus. Les voisins, inquiets, frappèrent à la porte et le trouvèrent tremblant. Ils l'emmenèrent à l'hôpital. Sur le lit blanc, Malik fixait le plafond. Il prit son téléphone avec difficulté et appela Junior. « Frérot, je suis hospitalisé. J'ai besoin de ton aide. » Il espérait un sursaut de fraternité. Après un silence, Junior répondit froidement « Je n'ai rien pour toi. » Puis il coupa l'appel. Malik comprit alors la profondeur de son isolement. À l'hôpital, il priait à voix basse « Seigneur, donne-moi la force de tenir. » Il ne demandait ni richesse ni vengeance, seulement la capacité de continuer. Grâce aux soins et au peu d'argent qui lui restait, il sortit affaibli mais vivant. Le lendemain, malgré sa faiblesse, il se rendit à la société de livraison pour sauver son emploi. Le responsable ne voulut rien entendre. « Ton poste est déjà pris. » Malik insista, montra son certificat médical. Rien n'y fit. Il perdit son travail. Il ne lui restait que la boîte de nuit. Il y travaillait désormais nuit et jour. La nuit, il mixait. Le jour, il cherchait un nouvel emploi. Partout, la même réponse. On vous rappellera. Personne ne rappelait. Un matin, le propriétaire frappa à la porte. 2 mois de retard. Vous devez partir. Malik supplia, mais on mit ses affaires dehors. Les voisins murmuraient « Son ami est riche, pourquoi ne l'aide-t-il pas ?» Malik répondit simplement « C'est compliqué ». Il erra longtemps avant de retourner au club. Après la fermeture, il parla au gérant. « Je n'ai plus de maison. Laissez-moi travailler davantage. Je dormirai ici. » Le gérant hésita, puis accepta à condition qu'il nettoie et entretienne les lieux. À partir de ce jour, Malik balaya les sols collants, ramassa les bouteilles vides, nettoya les toilettes. Il dormait sur un canapé dur, bercé par les moustiques. Pourtant, il ne se plaignait pas. Chaque soir, derrière les platines, il devenait meilleur. Il apprenait à lire la foule, à choisir le rythme parfait, à enflammer la salle. Week-end après week-end, le club se remplissait davantage. Les gens venaient spécialement pour lui. Peu à peu, son nom circula. Ce n'était plus seulement la boîte que l'on cherchait, mais le DJ Malik. L'ambiance changeait quand il jouait. L'énergie était différente, plus intense, plus vivante. Un soir exceptionnel, la salle était bondée. La musique vibrait dans les murs. Un homme élégant s'approcha de la cabine, posa une grosse enveloppe devant lui et dit « Pour l'ambiance. » À l'intérieur, 5 millions. Malik resta figé une seconde, puis reprit la musique avec passion. Ce soir-là, il ne jouait plus pour survivre, mais avec son cœur. Quand tout se termina, il s'agenouilla derrière les platines. « Seigneur, si cet argent est impur, enlève-le-moi. S'il est le fruit honnête de mon travail, protège-moi. » Pour la première fois depuis longtemps, il s'endormit avec l'espoir au lieu de la peur. Sans le savoir, le vent commençait à tourner.
La nouvelle vie de Junior commença à une vitesse vertigineuse. La première semaine, tout ressemblait à un rêve. Il se réveillait dans une grande chambre lumineuse, les rideaux automatiques s'ouvraient doucement, la piscine brillait sous le soleil du matin. Il se regardait dans le miroir de la salle de bain en marbre et murmurait « Voilà l'homme que je devais devenir ». Au travail, tout avait changé. Les mêmes agents qui l'appelaient « Et toi » l'appelaient maintenant « Monsieur le directeur ». Il se levait quand il passait. Il baissait les yeux. Certains lui souriaient avec un respect exagéré. Junior sentait une chaleur étrange dans la poitrine. Ce respect, il l'avait toujours désiré. Mais au fond, une petite voix murmurait « Est-ce vraiment du respect ?» Il la faisait taire. Le directeur général, celui qui lui avait fait la proposition, restait toujours aussi calme, toujours aussi élégant. Lorsqu'ils se croisaient dans les couloirs, un simple regard suffisait. Un regard lourd de sous-entendus. Un rappel silencieux du pacte. Junior évitait d'y penser. Un soir, après une réception privée organisée dans la villa principale, Junior rentra tard chez lui. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Il posa ses clés sur la table, s'assit sur le canapé en cuir et resta immobile. Il avait tout. La voiture de luxe stationnée devant, le salaire qui tombait sans retard, les vêtements de marque, le téléphone dernier cri. Mais il n'avait personne à qui parler. Il pensa à Malik. Il prit son téléphone. Il hésita. Puis il reposa l'appareil. Non, Malik ne comprendrait pas. Ou pire, il comprendrait trop bien. Les jours passèrent, puis les semaines. Peu à peu, Junior remarqua quelque chose. Les regards autour de lui n'étaient pas seulement respectueux. Certains étaient méprisants, d'autres moqueurs. Il surprit un jour 2 employés chuchotant derrière son dos. On sait tous comment il a eu le poste. Ce monde fonctionne comme ça. Junior fit semblant de ne rien entendre, mais ces phrases s'installèrent dans sa tête comme du poison lent. Un autre soir, le directeur général l'invita dans son bureau. « Tu t'adaptes bien, Junior? »« Oui, monsieur. »« N'oublie jamais que tu es ici grâce à moi. » Cette phrase était douce, mais tranchante. Grâce à moi, pas grâce à son travail, pas grâce à son mérite, grâce à lui. En sortant du bureau, Junior sentit pour la première fois une sensation de cage invisible. La maison était grande, mais il ne se sentait pas libre. La voiture était puissante, mais il ne choisissait pas vraiment sa route. Chaque avantage avait une dette cachée. Un dimanche après-midi, il décida malgré tout d'aller voir Malik. Il gara la voiture devant l'ancien quartier. Les enfants jouaient toujours dans la rue poussiéreuse. Les mêmes murs fissurés, les mêmes odeurs de cuisine simple. Malik ouvrit la porte. Le silence s'installa entre eux. « Tu as bonne mine, » dit Malik calmement. « Oui. » Junior entra. La petite chambre semblait encore plus étroite qu'avant. « Alors ?» demanda Malik. « Es-tu heureux ?» La question frappa Junior plus fort qu'une accusation. « Heureux ?» Il ouvrit la bouche, puis la referma. « J'ai tout ce que je voulais. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Junior détourna le regard. « Tu avais raison sur certaines choses. » Lesquelles ? Junior inspira profondément. L'argent achète le confort, mais il n'achète pas le silence de la conscience. Malik ne répondit pas immédiatement. « Il n'est pas trop tard, Junior. Tu crois que je peux juste partir, quitter tout ça ? Il me tient. Personne ne te tient plus fort que ta propre peur. » Junior sentit ses yeux se mouiller légèrement. Il se leva brusquement. « Tu ne comprends pas. Si je pars, je retombe à zéro. Je redeviens invisible. » Malik répondit d'une voix douce. « Être invisible aux yeux des hommes n'est pas le pire. Être invisible à ses propres yeux, ça, c'est la vraie chute. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air.
Junior quitta la chambre quelques minutes plus tard. Il n'était pas venu chercher un sermon, mais il était reparti avec un miroir. Les semaines suivantes furent plus lourdes. Le directeur général devenait plus exigeant, plus possessif, plus direct dans ses rappels. Tu me dois ta position. Tu me dois ton confort. N'oublie pas d'où tu viens. Chaque phrase renforçait une vérité cruelle. Junior n'était pas libre. Il était promu, mais dépendant. Un soir, en rentrant, il s'arrêta devant la piscine. Il regarda son reflet dans l'eau. Il ne vit pas le jeune homme ambitieux. Il ne vit pas le pauvre garçon affamé. Il vit un homme partagé en deux. D'un côté, le luxe, de l'autre, la dignité. Et pour la première fois, il se demanda « Et si la vraie richesse n'était pas celle que l'on montre, mais celle que l'on peut garder en fermant les yeux la nuit ?» La nuit fut longue, très longue. Junior comprit alors une chose fondamentale. Il n'avait pas seulement vendu une nuit. Il avait vendu son indépendance. Et récupérer son indépendance coûterait beaucoup plus cher qu'1 million par mois. Au début, Junior pensait pouvoir gérer la situation. Il se disait que le temps arrangerait les choses, que le malaise disparaîtrait, que l'habitude effacerait la gêne. Mais l'habitude ne guérit pas une blessure morale. Elle l'endort, jusqu'au jour où elle s'infecte. Le directeur général devint progressivement plus autoritaire, moins subtil. Les rappels n'étaient plus voilés. Tu es à moi, Junior. N'oublie jamais qui t'a sorti de la poussière. Sans moi, tu redeviens un simple gardien. Chaque phrase était un fil supplémentaire autour de son cou. Un soir, lors d'un événement privé, Junior surprit une conversation entre deux investisseurs. Le nouveau directeur sécurité? Oui, celui-là. Il a bien travaillé pour son poste. Rires étouffés. Junior sentit son visage brûler. Il ne pouvait pas confronter, il ne pouvait pas nier, il ne pouvait pas se défendre. Parce qu'au fond, c'était vrai. La vérité est un ennemi terrible quand elle ne peut pas être contestée. Cette nuit-là, il ne rentra pas directement chez lui. Il conduisit sans destination précise. La ville défilait sous les lumières artificielles. Il s'arrêta finalement devant un feu rouge désert. Il regarda le volant. Cette voiture qu'il avait choisie. Cette voiture qu'il avait désirée. Cette voiture qui symbolisait sa réussite. Et pourtant, il se sentait prisonnier derrière ce même volant. Il pensa à Malik. Il pensa à la phrase « Être invisible aux yeux des hommes n'est pas le pire. Être invisible à ses propres yeux, ça, c'est la vraie chute. » Junior comprenait enfin. Il n'avait pas perdu son image publique. Il avait perdu le respect de lui-même. Le lendemain, le directeur le convoqua à nouveau. « Il y a une nouvelle opportunité pour toi. »« Quelle opportunité ?» demanda Junior avec prudence. « Nous ouvrons une filiale, mais pour que tu restes à ce niveau, il faudra continuer à me prouver ta loyauté. » Le mot « loyauté » résonna lourdement. Ce n'était plus une faveur ponctuelle. C'était un système, un mécanisme, un engrenage. Junior resta silencieux quelques secondes. Le bureau était grand, luxueux, impressionnant, comme une scène où tout semblait contrôlé. « Je ne continuerai pas, » dit-il finalement. Le directeur leva un sourcil. « Pardon ? Je ne continuerai pas. J'ai accepté une fois, je ne le referai plus. » Un silence glacial envahit la pièce. « Tu crois que tu peux simplement partir ? » « Je ne sais pas, » répondit Junior honnêtement. « Mais je sais que je ne peux plus rester. » Le directeur se leva lentement. « Très bien. Alors prépare-toi aux conséquences. » « Lesquelles ? » « La perte de ton poste, de ta maison, de ta voiture et peut-être de ta réputation. » Cette dernière menace était la plus lourde. Junior sentit la peur monter. Une peur réelle, concrète, violente. Tout perdre, redevenir rien. Il pensa à sa mère, à la misère, au regard méprisant. Mais cette fois,
Une autre pensée surgit. Je préfère être pauvre avec moi-même que riche contre moi-même. Il redressa les épaules. Je prends le risque. Le directeur le fixa longuement, cherchant une faille, une hésitation, une supplication. Il n'en trouva aucune. Tu es stupide, Junior. Peut-être, mais je serai stupide libre. 3 jours plus tard, tout s'effondra officiellement. Communiqué interne, changement de direction. Réorganisation stratégique. La maison fut reprise, la voiture récupérée, le salaire interrompu. Les rumeurs, elles, circulaient déjà. Junior traversa une dernière fois le portail qu'il avait autrefois ouvert pour les autres. Cette fois, personne ne le salua. Personne ne se leva. Il n'était plus monsieur le directeur. Il n'était plus rien. Mais en marchant vers la sortie, il ressentit quelque chose d'inattendu, léger, terriblement léger. Il retourna dans l'ancien quartier. Les mêmes enfants jouaient, les mêmes murs fissurés, la même poussière. Il frappa à la porte. Malik ouvrit. Leurs regards se croisèrent. Long silence. « Tu as tout perdu ?» demanda Malik doucement. « Oui. »« Regrettes-tu » Junior réfléchit quelques secondes. « J'ai regretté quand j'ai accepté, pas quand j'ai quitté. » Malik esquissa un léger sourire. Junior entra. La petite chambre ne semblait plus étroite. Elle semblait honnête. Il s'assit sur le vieux lit. « Je vais devoir recommencer à zéro. »« Alors recommence, » répondit Malik, mais cette fois sans vendre ce qui ne s'achète pas. Junior hocha la tête. La pauvreté n'était pas confortable, l'incertitude non plus, mais son regard était clair. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, il dormit profondément, sans piscine, sans marbre, sans luxe, mais sans chaînes invisibles. Et il comprit enfin, la vraie promotion n'était pas celle qu'on lui avait offerte. La vraie promotion, c'était d'avoir retrouvé sa dignité,